Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié la philosophie de Montaigne. Et comme on ne doit jamais séparer les meilleurs amis du monde, aujourd'hui nous allons parler du meilleur ami de Montaigne, Étienne de la Boétie. Dans l'histoire de la pensée, Étienne de la Boétie est surtout connu pour avoir écrit le fameux Discours de la servitude volontaire. Et n'ayons pas peur des mots, ce discours est probablement l'un des textes les plus subversifs qui ait jamais été écrit en langue française. C'est pourtant un texte très court d'une cinquantaine de pages, écrit par un très jeune homme puisque la Boétie n'avait que 18 ans quand il l'a rédigé. Mais c'est un texte tellement puissant que depuis sa parution en 1576, il a traversé toutes les époques et qu'il est encore aujourd'hui fréquemment convoqué lorsque l'on cherche à comprendre les mécanismes de la domination politique. Alors, qu'y a-t-il au cœur de ce texte qui le rende si puissant ? Une idée toute simple, mais d'une originalité radicale. Et cette idée, c'est que ce ne sont pas seulement les dominants qui cherchent à dominer, ce sont aussi les dominés qui cherchent un dominant. Et ça, c'est une idée que nous avons beaucoup de mal à concevoir, parce qu'elle ruine toute la vision que nous avons des relations politiques. Normalement, nous concevons les relations politiques comme des relations de conflit entre l'État et les gouvernés, entre le pouvoir et les sans-pouvoir, entre les dominants et les dominés. Or, si l'on accepte la thèse de la servitude volontaire, les dominants et les dominés n'entretiennent plus seulement un rapport d'opposition, de conflictualité, mais aussi un rapport de complicité. Alors là, on va s'arrêter tout de suite. Parce que, formulé comme ça, on ne voit pas bien ce que la thèse de la Boétie a de révolutionnaire. Ce serait plutôt au contraire la thèse réactionnaire par excellence. Dire que les dominés sont eux-mêmes les responsables de la domination qu'ils subissent, c'est une idée insoutenable, et qui nous rappelle ces discours nauséabonds du genre « la victime est toujours un peu coupable de ce qui lui arrive, elle l'a bien cherché ». Et nous sommes d'accord, ce genre de propos est indéfendable. De la même manière, il n'y aurait rien de plus abject que d'aller voir un ouvrier dans une usine et de lui dire « Écoute mon vieux, si tu te fais exploiter par ton patron, ce n'est pas de sa faute, c'est de la tienne. Si tu n'avais pas adhéré à tout ce système capitaliste, tu n'en serais pas là. » Et d'ailleurs, s'il suffisait d'aller sermonner les dominés et de leur dire « Arrêtez d'accepter la domination et la domination disparaîtra d'elle-même », ça ferait longtemps que la domination aurait disparu. Or, quand la Boétie écrit « Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres », ça revient un peu au même. Bon, d'accord, c'est joliment dit, mais ce sont des mots creux. Il ne suffit pas d'être résolu à ne plus servir pour être libre. Il faut aussi avoir les moyens d'une telle résolution. Il faut avoir les moyens de combattre celui qui nous a servi. Et c'est ça que nous dit l'explication marxiste, l'explication matérialiste de la domination. Que celui qui nous a servi le fait parce qu'il en a les moyens, point final. Et donc, toute domination s'explique d'abord par des raisons économiques et sociales, et jamais par des raisons psychologiques. Et ces raisons économiques et sociales, elles sont innombrables. Le peuple est asservi parce qu'il ne possède pas de richesse. Il est exploité parce qu'il ne possède pas les moyens de production. Il subit la violence de l'État parce qu'il ne possède pas d'armes, et donc il ne peut pas se défendre contre le pouvoir. Le peuple est asservi parce qu'il est divisé, désuni, tandis qu'en face de lui, le pouvoir est très organisé. Sans même parler du fait que les dominants disposent d'énormes moyens culturels, éducatifs et médiatiques qui leur permettent de dicter au peuple ce qu'il doit penser. Toutes ces raisons que je viens d'énumérer, elles expliquent la domination politique par des causes concrètes, des causes matérielles. Et il est normal de les expliquer ainsi, personne ne le conteste. Mais ce que nous dit la Boétie, c'est que ces causes n'expliquent pas tout. En tout cas, elles n'expliquent pas l'essentiel. Parce que un rapport de domination, cela ne se construit pas tout seul. Il faut toujours être deux pour qu'il y ait un rapport de domination. Et le problème, lorsque l'on explique la domination uniquement par des causes concrètes économiques et sociales, c'est que l'on en vient à conclure que le dominant construit sa domination tout seul, qu'il est le seul sujet de l'histoire, le seul acteur de l'histoire, que c'est lui qui fait tout, tandis que les dominés, eux, ne font que subir. Eh bien, la Boétie nous dit « c'est faux. Personne ne fait l'histoire tout seul. Aucun dominant, aucun roi,
aucun dictateur, aucun tyran n'est le seul responsable de son pouvoir. L'histoire d'une domination, quelle qu'elle soit, n'est pas le fait d'un seul acteur, mais de tous les acteurs impliqués dans ce rapport de domination. Et donc, la Boétie écrit, je cite, « Quel est ce vice horrible de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés. De les voir souffrir les rapines, le cynisme, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son sang et sa vie, mais d'un seul, et non pas d'un Hercule ou d'un Samson, non pas d'un héros, mais d'un petit homme, souvent le plus lâche de la nation. Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c'est étrange, mais toutefois possible. On pourrait peut-être dire avec raison, c'est faute de courage. Mais si 100, si 1000 souffrent l'oppression d'un seul, dira-t-on encore qu'ils n'osent pas s'en prendre à lui? Ou qu'ils ne le veulent pas? Enfin, si l'on voit non pas 100, non pas 1000, mais 100 provinces, 1000 villes, 1 million d'hommes, ne pas renverser celui qui les traite tous comme autant de serfs et d'esclaves, comment qualifierons-nous cela? Quel est donc ce vice qui ne mérite même pas le titre de lâcheté, qui ne trouve pas de nom assez laid que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer? Fin de citation. Eh bien, ce vice qui n'a pas de nom dans la langue française, la Boétie lui en a donné un. Et c'est justement la servitude volontaire. Alors bien sûr, la servitude volontaire, c'est une expression qui est pénible à entendre, car elle blesse notre amour-propre. Mais il faut avoir le courage de l'entendre. Parce que, même si la pilule est amère, je vous l'accorde, la servitude volontaire, c'est aussi paradoxalement une idée qui nous rend notre dignité et notre liberté. Elle nous rend notre dignité et notre liberté pour la bonne raison qu'elle nous rend notre rôle d'acteur dans l'histoire. Parce que si le tyran ne s'est pas fait tout seul, mais si, au contraire, c'est le peuple qui a fait le tyran, alors cela veut dire que c'est le peuple qui est l'acteur principal dans l'histoire, qui est le moteur de l'histoire. Et ce que le peuple a fait, alors le peuple peut aussi le défaire. Et c'est ça le but du discours de la Boétie. Faire en sorte que le principal acteur de l'histoire, c'est-à-dire le peuple, cesse d'agir contre lui-même. Qu'il prenne conscience de sa force, de son pouvoir réel, et qu'il reprenne le pouvoir qu'il avait cru bon de donner à celui qui l'opprime. Seulement, pour pouvoir reprendre le pouvoir que nous avons abandonné au tyran, il va nous falloir apprendre à renverser totalement la perspective selon laquelle nous regardons la domination. Il ne va plus falloir étudier les mécanismes de la domination hors de nous-mêmes, mais les étudier en nous-mêmes. Il va falloir arrêter 5 minutes de faire de la sociologie et faire un peu de psychologie. Autrement dit, au lieu de se donner bonne conscience en se pensant toujours comme une victime du pouvoir, il va falloir s'exercer à comprendre pourquoi, lorsqu'il nous oppresse, le pouvoir a besoin de notre participation. Mais surtout, et c'est là tout le mystère que la Boétie essaye d'éclaircir, pourquoi la plupart du temps nous acceptons de donner au pouvoir la participation qu'il exige de nous. Pourquoi nous sommes prêts à nous faire les relais du pouvoir jusque en nous-mêmes, à devenir les propres policiers de nous-mêmes, les propres tyrans de nous-mêmes. Et cela, selon la Boétie, ne s'est jamais démenti à travers l'histoire. Prenons un exemple récent. À l'époque du Covid, pendant les confinements, il fallait remplir une attestation pour nous autoriser nous-mêmes à sortir de chez nous. Bon, c'est une situation totalement surréaliste de signer un bout de papier comme quoi on s'autorise soi-même à sortir de chez soi. Et pourtant, si on pense cette situation dans les termes de la Boétie, alors ce n'est plus du tout une situation surréaliste. C'est au contraire une situation très logique et qui illustre à merveille le concept de servitude volontaire. Parce que si le pouvoir n'était pas lui-même conscient de notre servitude volontaire, il n'aurait jamais osé nous demander de faire quelque chose d'aussi aberrant. Et là, vous voyez bien que la servitude volontaire qu'exigeait de nous l'attestation, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer à l'aide de théories marxistes, qui ne peut pas s'expliquer par des facteurs économiques ou sociologiques, mais qui peut s'expliquer seulement par la psychologie de la soumission.
Et cette analyse psychologique de la soumission nous prouve que nous ne sommes pas seulement des victimes passives, mais au contraire des complices actifs du pouvoir. La servitude volontaire, c'est ce qui réduit chacun de nous en autant de petits fragments du pouvoir. Et c'est ce qui fait du pouvoir un grand tout, un total, une somme collective de nos servitudes individuelles. Et cela, Étienne de la Boétie l'avait déjà parfaitement compris presque 500 ans avant le confinement, lorsqu'il écrivit, je cite, « Votre maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier habitant du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités, ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous? Et de tant d'indignité, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez, même pas de vous délivrer, mais seulement de le vouloir. » Fin de citation. En finir avec la servitude volontaire, ce n'est pas anéantir l'autorité qui est en face de nous. C'est d'abord anéantir cette partie de nous-mêmes qui est colonisée par le pouvoir. Parce que se contenter de vouloir anéantir l'autorité qui est en face de nous, c'est d'abord militer. Et donc, c'est encore une fois renoncer à notre liberté. C'est vouloir remplacer l'autorité qui nous opprime par une autre autorité, à laquelle on accepte encore une fois de se soumettre, l'autorité du parti, l'autorité du syndicat, etc. Parce que dans le mot militant, il y a le mot militaire. Or, ce que nous dit la Boétie, c'est que ce n'est pas en se comportant comme des militaires que l'on détruit le pouvoir. C'est au contraire en se comportant comme des déserteurs. Parce que le parti, la ligue, le syndicat, l'association X ou Y nous demandent explicitement la même chose que le tyran. Ils nous demandent de participer. Et c'est pourquoi vouloir vaincre une tyrannie extérieure à nous sans rien changer en nous-mêmes, cela revient seulement à faire place nette pour une autre tyrannie qui l'en remplacera. Et c'est ce qui explique pourquoi tant de révolutions ont, dans la plupart des cas, plutôt mal tourné. Parce que, avant de combattre le tyran extérieur, il faut combattre le tyran intérieur, c'est-à-dire comprendre comment nous avons intériorisé la tyrannie. C'est ça la clé qui peut nous permettre d'en finir avec la servitude volontaire. Et c'est seulement dans ce sens-là que ça peut marcher. Parce que tant qu'on ne vient pas à bout de cette partie de nous-mêmes qui est un auxiliaire du pouvoir, eh bien, on reste dupe de la superstition fondamentale sur laquelle repose n'importe quel pouvoir. Et cette superstition fondamentale, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'ordre s'il n'y a pas de pouvoir. Car c'est ce message-là que, depuis notre naissance, le pouvoir nous répète sans arrêt et sur tous les tons. Le pouvoir nous dit « vous avez besoin de moi ». Or, ce que montre la Boétie, c'est que c'est tout le contraire. Ce n'est pas nous qui avons besoin du pouvoir, c'est le pouvoir qui a besoin de nous. Il a besoin d'être sans arrêt soutenu par nous. Et nous acceptons de le soutenir sans même nous en rendre compte. Prenons un exemple tout à fait trivial. Pourquoi regardons-nous les vœux télévisés du président de la République tous les 31 décembre à la télévision? Aucune annonce décisive, aucune information importante n'ont jamais été communiquées par aucun président lors de ses vœux. Et pourtant, il réalise chaque année des scores d'audience phénoménaux. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a quasiment autant de gens qui regardent les vœux présidentiels le 31 décembre que de gens qui regardent une finale de la Coupe du Monde de football. Eh bien c'est ça, la servitude volontaire. Nous regardons le pouvoir parce que nous savons que le pouvoir a besoin que nous le regardions. Nous le regardons pour le reconnaître, pour le légitimer. Parce que nous savons pertinemment que si nous cessons de regarder le pouvoir, que si nous devenons totalement indifférents au pouvoir, que si chaque fois que le président fait une allocution solennelle, nous ne pensions même pas à allumer la télé, eh bien le pouvoir cesserait d'être le pouvoir. Bien sûr, il aurait toujours la force avec lui, la force policière, la force militaire, la force coercitive. Oui, il aurait la force, mais il n'aurait plus le pouvoir, car la force a besoin d'une légitimité. Une force qui s'exercerait sans légitimité, c'est une force qui serait très précaire, car rien n'est plus précaire qu'un pouvoir,
quand il n'est plus qu'une ombre, qu'une gesticulation isolée qui n'intéresse plus personne. Or, la question, ce n'est pas de savoir si on aime ou si on déteste tel ou tel chef d'État. La question, c'est de savoir pourquoi on répond présent quand il nous sonne. Dans une vidéo consacrée à la philosophie de l'anarchisme que j'ai publiée il y a quelque temps sur cette chaîne, j'ai dit que la Boétie était le premier libertaire, le premier anarchiste. Et je sais très bien qu'en intitulant la présente vidéo « La Boétie, le premier libertaire », on pourra m'accuser de commettre un anachronisme très maladroit. Et pourtant, je persiste et signe. Si l'anarchisme n'est qu'un mot, dire que la Boétie est un libertaire est un non-sens, c'est vrai. Mais si l'anarchisme est une idée, alors il est incontestable que le discours de la servitude volontaire est le premier texte libertaire de l'histoire. Parce que certaines idées existent bien avant les mots qui les désignent, et les mots qui parfois aussi les réduisent. Et si je dis que la Boétie est le premier libertaire, c'est parce que son discours est fondé sur la question initiale que doit se poser tout libertaire. Et cette question, c'est « Pourquoi obéis-tu ? Est-ce pour des raisons serviles ou est-ce par une décision libre de ta volonté ?» Cette question, qui est au fondement de toute l'éthique libertaire, est aussi le fondement sur lequel est construit le discours de la servitude volontaire. Ce que nous dit la Boétie, c'est que nous devons, chacun d'entre nous, commencer par nous poser à nous-mêmes cette question simple. Pourquoi obéis-tu ? Parce que c'est seulement en se posant cette question que l'on peut apprendre à obéir librement. C'est-à-dire non pas à obéir à des ordres, mais à obéir seulement à notre conscience. Car c'est ça, obéir librement. Obéir librement. Quel programme ! Et pourtant, ça sonne comme un oxymore. Eh bien oui, et c'est justement l'oxymore contraire de servitude volontaire. Parce que servitude volontaire aussi, c'est un oxymore. Eh bien, si l'on voulait résumer en une phrase la philosophie de la Boétie, on pourrait dire que nous avons le choix entre ces deux oxymores. Ou bien servir volontairement, ou bien obéir librement. Dans un cas comme dans l'autre, l'ordre est garanti. Mais dans le premier cas, celui où nous servons volontairement, l'ordre se fait contre nous, contre nos intérêts, contre notre liberté. Alors que dans le deuxième cas, celui où nous obéissons librement, c'est-à-dire où notre conscience nous autorise à obéir, l'ordre se fait dans notre intérêt, avec pour but notre liberté. Et si vous saisissez la différence entre servitude volontaire d'un côté et obéissance libre de l'autre, vous avez compris toute la philosophie de la Boétie. Or, le pouvoir préfère sans doute avoir en face de lui des gens qui désobéissent, plutôt que des gens qui obéissent librement à leur conscience. Parce que face à des gens qui désobéissent, on peut toujours envoyer la police, on peut toujours contraindre par la force. Autrement dit, le pouvoir peut toujours nous dire qu'il est indispensable, et que sans lui, ce serait le chaos. Alors qu'en face de gens qui obéissent à leur conscience, eh bien, le pouvoir est totalement désemparé. On n'a plus besoin de lui. En tout cas, on a beaucoup moins besoin de lui. Et moins on a besoin du pouvoir, moins le pouvoir peut se permettre d'être tyrannique. Et c'est pourquoi la Boétie écrit, je cite, « Ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre. Il est des faits de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. » Fin de citation. Ce passage est le plus étonnant du discours de la servitude volontaire, car il nous dit « La liberté ne se conquiert pas par la voie de la révolte active, mais d'abord par le fait de s'abstenir de toute action servile. » Et c'est ça qui est le plus difficile à entendre. Parce que, dans notre imaginaire, l'émancipation est toujours le fruit d'une lutte, d'un conflit, d'un affrontement avec le pouvoir. Et il faut faire un grand effort pour arriver à concevoir que le premier pas vers l'émancipation, c'est avant tout une indifférence, une abstention. Ce pouvoir tyrannique, écrit la Boétie, je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous le verrez,
tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. Il faut donc arrêter de penser, comme on nous l'a appris, que l'abstention, cela consiste à ne rien faire. Car alors, s'il suffisait de ne rien faire pour s'émanciper, cela serait trop facile. Non, l'abstention, c'est d'abord l'action de s'abstenir, l'action de ne pas participer à la complicité que tout pouvoir exige de nous. Mais il nous est très difficile de penser ainsi, parce que nous avons été habitués et même conditionnés à penser qu'abstention était synonyme d'inaction. Alors qu'au contraire, l'abstention, c'est l'action la plus radicale, l'action de ne pas se rendre complice. Et d'ailleurs, notez comment ce mot d'abstention a été utilisé, récupéré, pour désigner l'action de ceux qui ne votent pas. Bon, que font ceux qui ne votent pas ? C'est très simple. Ils ne participent pas à légitimer un pouvoir, quel qu'il soit. Or, ne pas légitimer un pouvoir, c'est agir contre ce pouvoir. Parce que ce dont le pouvoir a besoin, ce n'est pas qu'on vote pour lui, c'est d'abord qu'on vote tout court, c'est-à-dire qu'on participe au processus qui assure la légitimité du pouvoir. Savoir pour qui on vote, c'est peut-être important pour nous, mais en revanche, c'est tout à fait secondaire pour le pouvoir. Parce que même si les gouvernants changent, cela n'affecte en rien la continuité du pouvoir. Et comme l'écrit la Boétie, ce que le pouvoir attend de nous, c'est que nous soyons son socle, sa base. D'ailleurs, regardez dans quel pays les taux de participation aux élections sont les plus importants. Ce ne sont pas dans les grandes démocraties, mais au contraire dans les dictatures les plus sanglantes. Parce que plus ces dictatures sont autoritaires, despotiques et cruelles, plus il faut qu'elles se fabriquent une légitimité artificielle. Par exemple, la Corée du Nord, c'est 99% de participation électorale. Le Turkménistan, c'est 97%. Et l'Iran, c'est 96%. Alors bien sûr, ces chiffres qui sont communiqués par les gouvernements en question sont probablement falsifiés. Mais là n'est pas la question. La question c'est pourquoi une dictature éprouve-t-elle le besoin de donner de tels chiffres ? Parce qu'une tyrannie n'a pas d'autre fondement que la participation des tyrannisés. Mais attention, il ne faut pas en conclure que la thèse de la Boétie ne se vérifie que dans les dictatures ou dans les tyrannies. Au contraire, ce qui fait sa force, c'est qu'elle est valable, avec des intensités plus ou moins fortes, absolument partout, et en tout temps, car elle est un phénomène transhistorique. Tout pouvoir, même le plus modéré, peut, à tout moment, basculer dans la tyrannie. À partir du début du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. En fonction de l'évaluation de la situation, nous nous poserons la question de l'extension du pass sanitaire à d'autres activités encore. Tout pouvoir, disais-je, peut à tout moment basculer dans la tyrannie. Parce que la servitude volontaire rend possible la tyrannie. Je viens de prendre l'exemple du pass sanitaire. Mais ce pass sanitaire, il n'est pas sorti de nulle part. Certes, nous ne l'avons pas demandé, mais s'il a pu nous être imposé du jour au lendemain, c'est parce qu'il a été rendu possible par des années de comportement servile. Des années pendant lesquelles nous avons préféré le confort à la liberté. Des années pendant lesquelles nous étions émerveillés de pouvoir nous faire livrer des sushis à domicile en un simple clic. Ou bien de demander à notre smartphone de compter nos pas quotidiens et le nombre de calories que nous brûlons pendant nos galipettes. Des années pendant lesquelles nous avons cru naïvement que tout ce confort procuré par une myriade d'applications ne serait jamais payé d'aucune contrepartie. Seulement voilà, comme disait Jean-Jacques Rousseau, le repos et la liberté sont incompatibles. Entre les deux, il faut opter pour l'un ou pour l'autre. Et cette phrase, Rousseau lui-même l'avait empruntée à Périclès qui disait déjà 2 millénaires plus tôt « Entre la liberté et le repos, il faut choisir ». Et c'est pourquoi la stratégie utilisée par les tyrans pour nous faire préférer le repos, le confort à la liberté, a toujours été la même à toutes les époques. Cette stratégie, c'est celle du divertissement.
Étienne de la Boétie raconte comment, lorsque l'empereur Cyrus se fut emparé du royaume de Lydie et que les Lydiens se révoltèrent contre lui, plutôt que de les réprimer par les armes, il fit ouvrir des bordels, des tavernes et des jeux publics et obligea les citoyens à s'y rendre. Cette ruse fut si efficace que les Lydiens n'opposèrent plus aucune résistance à leur envahisseur, mais finirent même par inventer eux-mêmes encore plus de divertissements. Et c'est d'ailleurs du mot lydien que vient le mot ludique. La Boétie écrit, je cite, « Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde plutôt à l'hameçon que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements, étaient ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi, les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi niaisement, mais plus mal, que les petits enfants n'apprennent à lire avec des images brillantes. » Fin de citation. Ce passage du discours de la Boétie est crucial parce qu'il montre bien que la servitude volontaire du peuple n'est pas quelque chose de naturel. La servitude volontaire, ça se travaille. Et ça se travaille en faisant perdre au peuple le goût de la liberté. Mais s'il est nécessaire de faire perdre au peuple le goût de la liberté, alors cela veut dire que le peuple, avant d'être corrompu par le divertissement, est d'abord à l'origine attaché à la liberté. Et c'est là le point le plus important du discours de la servitude volontaire. Pour la Boétie, la servitude est une dénaturation de l'homme. Les êtres humains ne se laissent asservir que parce qu'ils oublient, à force de se soumettre, qu'ils sont avant tout des êtres libres. Et que la liberté, ça ne consiste pas à ne faire que ce qui va dans le sens de notre intérêt égoïste. Car alors, fatalement, cette liberté mal comprise nous ramène à l'exploitation de notre semblable, et donc, en bout de chaîne, à la tyrannie. La Boétie est le tout premier auteur à avoir une conception socialiste de la liberté. Et là encore, je me moque de savoir que le mot socialisme n'existait pas à l'époque de la Boétie. Parce que c'est dans le discours de la Boétie que l'idée de socialisme fut, pour la première fois, intégralement formulée. Le passage que je vais vous lire pour conclure cet épisode est un peu long, mais il était vraiment impossible de le raccourcir. Et d'ailleurs, pourquoi raccourcir un passage aussi beau ? Je vais donc le lire avec la certitude que rien ne pourra vous donner plus envie d'aller lire le discours de la Boétie en intégralité. Je cite. « Ce qu'il y a de clair et d'évident, que personne ne peut ignorer, c'est que la nature nous a tous créés et coulés en quelque sorte dans le même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt frères. Et si, dans le partage qu'elle a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres, elle n'a cependant pas voulu nous mettre en ce monde comme sur un champ de bataille, et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts ou les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y malmener les plus faibles. Croyons plutôt qu'en faisant ainsi des parts plus grandes aux uns, plus petites aux autres, elle a voulu faire naître en eux l'affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer, puisque les uns ont la puissance de porter secours, tandis que les autres ont besoin d'en recevoir. Donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous la terre pour demeure, puisqu'elle nous a tous logés dans la même maison, nous a tous formés sur le même modèle, afin que chacun puisse se regarder et quasiment se reconnaître dans l'autre comme dans un miroir, puisqu'elle a fait à tous ce beau présent de la voix et de la parole pour mieux nous rencontrer et fraterniser, et pour produire, par la communication et l'échange de nos pensées, la communion de nos volontés, puisqu'elle a cherché par tous les moyens à faire et à resserrer le nœud de notre alliance, de notre société,
puisqu'elle a montré en toute chose qu'elle ne nous voulait pas seulement unis, mais tel un seul être, comment douter alors que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux? Il ne peut entrer dans l'esprit de personne que la nature ait mis quelconque en servitude, puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. À vrai dire, il est bien inutile de se demander si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir aucun être en servitude sans lui faire tort. Il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable, que l'injustice. La liberté est donc naturelle. Et c'est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. Fin de citation. La preuve est faite. La Boétie fut le premier libertaire. Parole de philosophe.